Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un système financier un peu différent. Imaginez un monde où l'argent n'est pas un produit qu'on loue, mais un simple outil. Un monde où chaque transaction financière doit être liée à un bien concret, une maison, une entreprise, quelque chose de réel. C'est ça le principe de base de la finance islamique. Voilà, c'est la question essentielle, car elle nous amène directement au cœur du réacteur. Dans la finance classique, l'argent est une marchandise comme une autre. On peut la louer et le loyer, c'est l'intérêt. La finance islamique, elle, part d'une idée radicalement opposée. L'argent n'a pas de valeur en soi, c'est juste un moyen d'échange. Et ça change tout. Pour bien comprendre, voici le programme. On va d'abord voir cette fameuse idée de l'argent, puis on enchaînera sur les 5 piliers qui structurent tout le système. Ensuite, on verra pourquoi l'économie réelle est si importante, comment on investit concrètement de manière éthique, et on terminera sur la notion de responsabilité. Allez, on commence par le commencement, la monnaie. C'est vraiment le point de départ, la clé de voûte. Si on ne saisit pas cette vision différente de l'argent, tout le reste peut paraître un peu étrange. C'est une redéfinition complète de son rôle dans l'économie. Alors, qu'est-ce que c'est en une phrase? C'est un système financier qui repose sur 3 choses. L'économie réelle, on y reviendra, une éthique universelle et bien sûr les principes du droit musulman. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces principes d'éthique et de partage du risque peuvent parler à tout le monde, qu'on soit musulman ou non. Ce schéma illustre parfaitement le changement de paradigme. D'un côté, le prêt conventionnel. On prête de l'argent, on minimise son risque et on récupère un intérêt fixe. C'est une relation de créancier à débiteur. De l'autre côté, c'est une toute autre histoire. On ne prête pas d'argent, on investit dans un projet. On devient partenaire de l'entrepreneur. Et qui dit partenaire, dit partage des risques, mais aussi partage des bénéfices. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, voyons comment tout ça s'organise. En fait, tout le système repose sur 5 règles du jeu, 5 piliers incontournables. Pour faire simple, on a 3 grandes interdictions et 2 grandes obligations. Les interdits, c'est d'abord l'intérêt, qu'on appelle riba. Ensuite, l'incertitude excessive et la pure spéculation, le garar. Et enfin, l'investissement dans des secteurs considérés comme nuisibles, le haram. Côté obligation, c'est simple, il faut investir dans l'économie réelle et tangible, et surtout, il faut accepter de partager les profits et les pertes. Alors, c'est quoi ces secteurs haram? Eh bien, la liste est assez intuitive. L'alcool, le tabac, les jeux de hasard, l'armement. En gros, l'idée est de ne pas mettre d'argent dans des activités qui peuvent nuire à la société. Ça ne rappellerait pas un peu quelque chose? Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement socialement responsable, ou ESG. Parlons maintenant de cette obligation d'investir dans l'économie réelle. C'est un point central, peut-être l'un des plus importants pour comprendre la stabilité de ce modèle. Pourquoi est-ce si fondamental de lier la finance à des actifs bien concrets? Ce chiffre donne un peu le vertige, non? À un moment donné, le volume des transactions financières dans le monde était jusqu'à 10 fois supérieur à toute la richesse réelle produite, c'est-à-dire les biens et services. D'où vient cet écart? En grande partie des marchés des produits dérivés, de la spéculation pure, bref, d'une économie financière qui tourne un peu sur elle-même, déconnectée du réel. Et la conséquence de cette obligation d'être lié au réel, on l'a vu de manière assez spectaculaire en 2008. Pendant la crise des subprimes, beaucoup de banques islamiques ont été protégées. Pourquoi? Tout simplement parce que leur modèle leur interdisait d'investir dans ces fameux actifs toxiques, ces produits financiers complexes qui n'étaient adossés à rien de concret. D'accord, tout ça c'est la grande théorie. Mais au quotidien, quand on veut investir ou financer un projet, comment ça se traduit? À quoi ressemblent les produits financiers concrets? Une stratégie de gestion de patrimoine assez classique ressemble à cette pyramide. La base, la partie la plus large et la plus solide, c'est l'immobilier. Des actifs tangibles, stables. Au-dessus, on trouve des placements comme des actions, mais uniquement dans des entreprises qui respectent les critères éthiques. Et tout en haut, une petite part pour des investissements un peu plus risqués, comme le financement de start-up. Et là, bien sûr, vient la question que tout le monde se pose. Si on ne peut pas emprunter avec intérêt, comment fait-on pour acheter une maison? C'est quand même le projet d'une vie pour beaucoup de gens. La solution la plus courante, c'est un contrat qui s'appelle la murabaha. Regardons bien les étapes. D'abord, le client trouve la maison de ses rêves. Ensuite, et c'est crucial, ce n'est pas le client mais la banque qui achète la maison. La banque en devient la propriétaire légale et assume donc le risque. Puis, la banque revend cette maison au client à un prix un peu plus élevé, convenu d'avance. Le client rembourse ensuite ce nouveau prix par mensualité. La grande différence, c'est que la banque n'a pas prêté de l'argent, elle a vendu un bien. Elle a agi comme un commerçant. Ok, on a vu les principes, les applications concrètes, maintenant prenons un peu d'auteur. Quel impact un tel système pourrait-il avoir à plus grande échelle, sur toute l'économie? Les défenseurs de ce modèle avancent plusieurs arguments. D'abord, il freinerait la création excessive de crédit et donc l'inflation. Il découragerait aussi bien les États que les individus de vivre dans une économie basée sur la dette. L'idée générale, c'est de créer un système plus stable, car la finance serait toujours au service de la production réelle et plus équilibrée en rééquilibrant la relation entre le capital et le travail.
Et ce qui est frappant, c'est que cet appel à une finance plus responsable et plus ancrée dans le réel, il vient d'un peu partout. Après la crise de 2008, même le journal officiel du Vatican a publié un article suggérant que les principes de la finance islamique pourraient être une source d'inspiration pour réformer le système bancaire mondial. Et finalement, on reste avec cette grande question pour réfléchir. Si on construisait un système financier non plus sur le transfert du risque vers les autres, mais sur le partage du risque entre partenaires, est-ce qu'on n'aboutirait pas à une économie mondiale à la fois plus solide, plus résiliente face aux crises et peut-être aussi un peu plus juste ? La question, en tout cas, mérite d'être posée.